Bienvenue sur F1i TV, nous sommes de retour, Pierre et Yves, pour un briefing de cette saison 2022 qui démarre dans quelques jours. Et il y a tellement de choses à dire, on sait que vous êtes très passionnés en suivant F1i Autojournal tous les jours. Et effectivement, Yves, ce nouveau règlement, cette nouvelle donne de la saison 2022 nous rend très impatients de découvrir le verdict de la piste et les premiers Grands Prix. Absolument, on a découvert les nouvelles voitures maintenant à Barcelone et puis première réaction, elles sont belles ces voitures. Ouais, elles sont jolies, elles sont intéressantes aussi parce qu'on a vu différentes solutions dans chaque écurie. Et ça nous passionne, on est content d'en être après un long hiver. Et c'est vrai que ces nouvelles règles aérodynamiques, les pneus 18 pouces et tout, ça leur donne une allure assez élégante. En effet, il y a moins effectivement tous ces appendices aéros qui chargeaient un peu l'esthétique des carrosseries. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a des solutions diverses qui sont tentées. Il y a peut-être des équipes qui ont fait des trouvailles. On va voir si ça se confirme par le verdict du chronomètre, parce que c'est quand même là que ça se passe. Et puis, bon, si cette nouvelle réglementation va porter ses fruits, parce que le but, c'est quand même d'améliorer le spectacle, de favoriser les dépassements. On a vu que, effectivement, sur ce qui est l'effet de sol, ça a l'air de marcher. Par contre, on a un peu peur, puisque à Barcelone, par exemple, dans la ligne droite, c'est vrai que l'aspiration ne fonctionnait pas très bien et qu'on aura encore besoin du DRS, visiblement, pour se dépasser. Mais bon, au moins, la FIA, la FOM ont pris les choses en main et tentent cette nouvelle donne réglementaire qui peut un petit peu, sinon secouer le cocotier, ça peut un petit peu bouleverser la hiérarchie. Oui, dans un premier temps, certainement, parce que certaines écuries auront trouvé la parade, et puis après, c'est vrai que les grands teams, si ils se sont gourés d'aventure, ils vont mettre toute leur force dans la bataille et puis ils vont rattraper le retard. Mais au début, on peut, à Bahreïn, avoir une surprise ou deux, et nous, on en demande des surprises, évidemment. Oui, on n'aura pas une grille de départ à l'envers, mais enfin, bon, bref. Voyons quand même ce que ça donne dans les équipes, en passant en revue un peu les forces en présence. Alors j'ai envie de te proposer, Yves, de parler des teams, mais deux par deux, parce qu'on a remarqué que, notamment la hiérarchie de la saison 2021 avait donné un peu des binômes, des équipes qui se sont mesurées entre elles dans cette hiérarchie finale. Évidemment, c'est Red Bull et Mercedes, Mercedes et Red Bull, puisque l'an dernier c'était plutôt match nul entre les deux top teams, puisque Max Verstappen a été champion des pilotes, Mercedes a été champion des constructeurs. Alors bon, on a le match retour, on a la revanche entre Verstappen et Lewis Hamilton, mais avec une nouvelle donne quand même chez Mercedes, c'est George Russell. D'abord, Max Verstappen, il aura envie de faire honneur à son numéro 1. Et de toute façon, il n'a pas beaucoup d'état d'âme et il va foncer. Maintenant, on sait qu'il a la vitesse, il a en plus l'expérience, il a le palmarès. Donc, il est dans un fauteuil. On a Lewis Hamilton qui a très très faim de revanche. Et on a, comme tu dis, George Russell, cet énorme talent qu'on a entrevu chez Williams, mais on a surtout vu à Bahreïn quand il a eu une chance sur la Mercedes, et alors là, il a tourné autour de Bottas. Donc on s'est dit, on a un client, et ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'on va voir de quel bois il se chauffe, et va-t-il être aussi vite, si pas plus vite qu'Hamilton? C'est la grande question et c'est très excitant. Alors Max Verstappen est peut-être dans un fauteuil, mais Lewis Hamilton, je te rappelle que lui, il siège sur son trône. Oui. 7 fois champion du monde, 8 fois si on considère qu'il est le champion du monde moral de 2021, mais on ne va pas relancer la polémique. Donc je crois aussi qu'Hamilton sera aussi revanchard qu'on peut l'imaginer. Et c'est passionnant parce qu'effectivement, on a deux pilotes exceptionnels dans les deux meilleurs teams, et voilà, ça va bastonner. Avec l'élément perturbateur ou pas, George Russell chez Mercedes, qui sera sans doute plus percutant que Bottas, et puis on va voir aussi chez Red Bull si Checo Pérez peut faire mieux que Bottas ou faire mieux que ce qu'il a fait l'an dernier, parce qu'il souffre quand même de la comparaison avec Verstappen. Oui, absolument. On ne doit pas oublier qu'il était quand même assez loin, toujours aux essais, 5-6 dixièmes de Verstappen. Là, il a des grands progrès à faire. Seulement, Checo a maintenant beaucoup d'expérience. Il a gagné des grands prix. Il sait être un très très bon numéro 2. Et c'est ce que Red Bull a besoin. Pas besoin de déséquilibrer cette équipe. Verstappen numéro 1, Pérez numéro 2. Par contre, chez Mercedes, là, on a ce jeune loup
qui a l'air bien sage comme ça et bien discipliné, mais il n'en pense pas moins, et s'il peut tailler des croupières à Hamilton, il ne va pas se gêner. Ça va être très intéressant. C'est vrai qu'il est très politiquement correct, Russell, mais je pense qu'effectivement, il peut aussi pousser Hamilton dans ses derniers retranchements et donc tirer un peu vers le haut celui qui est déjà au sommet. Donc pas mal. Alors, Red Bull, Mercedes, ok. Tu as un pronostic, tu vois l'un plutôt que l'autre? Ce que je vois d'intéressant aussi, c'est que la Mercedes est très belle, très élégante, très équilibrée en aérodynamisme, et on s'attendait à ça d'eux. Par contre, la Red Bull, on voit que pour l'instant, ils se tâtent un tout petit peu, mais ils ont des solutions extrêmes. Et ça, c'est intéressant. On a vu le dessin de leur ponton, ils cherchent des voies que les autres n'explorent pas encore. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on se dit que Adrian Newey aura peut-être trouvé quelque chose de supplémentaire par rapport à Mercedes. Et donc, entre le classicisme de la Mercedes et l'innovation de la Red Bull, également matière à observer. Alors, autre élément aussi quand même de ce nouveau règlement, c'est le budget plafonné à 140 millions cette année. Et donc, les top teams ne peuvent plus non plus mettre tous des moyens complètement délirants dans la bagarre. Et en termes de développement, par exemple, ce sera sans doute plus équilibré que par le passé. Et espérons que ça se traduira aussi sur la piste par un peloton plus compact. Alors, deuxième couple d'écuries, puisqu'on les traite par binôme, on va parler évidemment de Ferrari et McLaren, qui sont quand même des grands noms du sport automobile, hein, les écuries les plus anciennes, les plus prestigieuses, avec les plus grands palmarès. Alors Ferrari, hein, on a la voiture de Charles Leclerc là, mais la précédente sous les yeux. Ferrari, on a senti lors des essais, ou en tout cas dans la préparation de cette saison, que ils vont peut-être bénéficier un petit peu d'un avantage d'avoir moins consacré de ressources en 2021 au développement de leur voiture, alors que Red Bull et Mercedes, eux, évidemment, ont joué la bagarre jusqu'au bout. Et puis, avec ce budget plafonné, chez Ferrari, on a quand même bénéficié du fait qu'en fonction du classement des constructeurs, plus on est bien classé et moins on a de temps de soufflerie ou de CFD. Et chez Ferrari, ils ont donc eu un peu plus que Mercedes et Red Bull. On va voir s'ils en ont tiré profit lors des premiers Grands Prix. Oui, et le résultat est là, Pierre. Hein. La voiture est magnifique. Vous avez vu ces pontons, cette ligne extraordinaire. Elle a montré de très belles performances à Barcelone. Donc tous les espoirs sont permis pour la Scuderia Ferrari. Ils ont aussi d'excellents pilotes. On a Charles Leclerc, qui est un diamant brut, qui est capable de pôle et de victoire. On a Carlos Sainz, qui a prouvé qu'il était au niveau, parce que, rappelez-vous, on ne donnait pas cher de sa peau face à Charles Leclerc l'année passée, mais il s'est très bien débrouillé, il a fait jeu égal en fin de saison. Donc, on a là une équipe très solide, et avec un peu de chance, ils vont se battre avec Red Bull et Mercedes. C'est tout ce qu'on demande. Oui, alors tout le monde rêve évidemment de revoir Ferrari à l'avant-plan, de revoir Ferrari gagner, parce que tout passionné de F1 est un tifoso dans l'âme. Hein. Bon, maintenant, il y a aussi une équipe qui a les défauts de ses qualités, et il y a cette pression permanente qui s'exerce sur l'interne, sur le management. Mattia Binotto, il est quand même fort discuté, qu'on le veuille ou non, peut-être plus en externe qu'en interne, mais bon, c'est un fait. On connaît la pression des médias transalpins. Donc voilà, il faut que Ferrari aussi compose avec ça. Mais c'est vrai que Leclerc, Sainz, c'est vraiment très équilibré, et ils ont l'air de s'entendre, d'être suffisamment intelligents entre eux pour se complémenter, être le plus efficace possible, même si, inévitablement, a fortiori, si on joue la gagne, il y aura des moments où leur rivalité peut peut-être leur jouer des mauvais tours. Mais bon, on leur souhaite beaucoup de podiums, et effectivement, de se mêler à la bagarre avec Red Bull et Mercedes cette année. Et puis on peut presque en dire autant de McLaren, parce que McLaren a fait une progression très impressionnante l'année dernière. Et là aussi, on a Lando Norris, tu parlais de diamant brut pour Charles Leclerc. Alors Charles Leclerc, il commence à être un diamant qui brille, hein, tu t'y connais en diamant, donc c'est déjà presque un diamant poli, alors que Norris, il est quand même si c'est sa 4e ou sa 5e saison, il a été bluffant l'an dernier, avec un Daniel Ricciardo qui est quand même une expérience et un étalon, même s'il a eu des hauts et des bas, et parfois des difficultés d'adaptation. Mais bon, sa victoire à Monza, je pense que ça l'a remis en selle, mais il ne peut pas se louper cette année.
alors que Norris, il a encore je dirais, le bénéfice du doute ou le capital sympathie de la jeunesse. Oui, et McLaren, c'est une écurie qui monte, effectivement, qui remonte, hein, parce qu'on se souvient qu'ils étaient quand même au firmament de la F1 et ils sont tombés bien bas avec la période Honda, mais là, ils sont remontés. Maintenant, avec les deux pilotes sont très solides. Et Norris, c'est vrai, il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, qu'on avait entrevu. On ne s'attendait pas à ce qu'il batte Ricciardo, et il l'a battu à plate couture. Maintenant, Ricciardo a vocation à se reprendre. Hein. C'est sûr qu'il est obligé de faire une meilleure saison cette année. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que la McLaren Mercedes a l'air fort conventionnelle et j'ai un peu peur qu'ils rentrent dans le rang. Maintenant, c'est possible qu'ils ont choisi une voie conventionnelle justement pour asseoir leurs résultats par rapport à l'année passée. Normalement, on espérerait des victoires et des podiums réguliers. Maintenant, la voiture a l'air trop simple à mon goût, mais j'espère me tromper. Bon, moi je crois que c'est quand même une organisation très solide aussi. Il y a une répartition des rôles qui est formidable chez McLaren. Il y a Zak Brown qui est vraiment le marchand de sable, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le leader charismatique, mais qui s'occupe de la partie commerciale et qui tire McLaren vers le haut, qui sort McLaren en réalité de l'ornière. Et puis ensuite, il y a évidemment Andreas Seidel quand même, qui est un manager redoutable, qui a fait ses preuves chez Porsche et qui a montré l'an dernier qu'il avait bien assimilé toutes les subtilités de la F1, et James Key, qui est un directeur technique jeune, mais très talentueux. Donc, McLaren va être dans le coup. Enfin, voilà, hein, ils ont retrouvé le chemin du podium. Je pense qu'ils ne vont pas se perdre. Alors ensuite, on a Alpine, AlphaTauri, Ziv, hein, pour continuer notre groupe de team 2 par 2. Alpine, évidemment, ça a été le renouveau l'an dernier, la marque, la couleur bleue, la victoire d'Esteban, évidemment, à Budapest, et Fernando Alonso qui a retrouvé toute la niaque et qui, je pense, en deuxième année va vraiment démontrer que sa réputation, il l'a pas volée et qu'il a toujours, malgré son âge, cette rage de vaincre. En face, il y a AlphaTauri, qui est une équipe qui plafonne un peu par la force des choses, parce que voilà, on commence à être dans la division 2, mais ils sont quand même très proches de Red Bull. Ce nouveau règlement leur donne des opportunités. Et Pierre Gasly, on a vu que voilà, lui aussi était à son meilleur niveau. On espère que les Français vont aussi se retrouver sur le podium cette année. Oui, en tout cas, ce sont deux écuries éminemment sympathiques. Il y a d'un côté Alpine, qui a un nouveau look, une nouvelle image, beaucoup plus dynamique, un nouveau management aussi. C'est très prometteur. On a Otmar Szafnauer qui vient de chez Aston. On a des deux côtés, on a de chouettes pilotes français. Gasly, Ocon d'un côté Alpine, Gasly du côté d'AlphaTauri, qui sont d'excellents pilotes. Hein. Donc Ocon, c'était génial. Il a réussi à gagner un Grand Prix. On ne s'attendait pas à ça, mais il a tenu bon. Souvenez-vous, il a montré qu'il avait l'étoffe des champions. Et Gasly, de la même manière. Et il y a une sorte de capital sympathie chaque fois qu'il y a une présentation d'une Alpine ou d'une AlphaTauri. On a envie qu'ils progressent, on a envie que ça marche pour eux. Il y a une belle dynamique. Oui. C'est vrai que c'est des équipes aussi qui ont effectivement le capital sympathie et qui progressent. Alors bon, hein, ils progressent lentement, ils plafonnent un peu, on l'a dit pour AlphaTauri, c'est vrai aussi pour Alpine par rapport à Renault. Mais le nouveau règlement, là encore, leur donne l'opportunité peut-être de se mêler à la bagarre pour le podium et peut-être même pour des victoires, puisqu'ils ont déjà gagné tous les deux, nos amis Esteban et Pierrot. Alors ensuite, si on continue la hiérarchie, on arrive sur Aston Martin et Williams, écurie typiquement britannique, même si Aston Martin a porté diverses couleurs. Là aussi, hein, gros changement, grosse révolution en termes de management, en termes d'organisation. Et chez Williams aussi, hein, on a cette nouvelle direction, ces nouveaux propriétaires, mais je ne les vois pas encore cette année-ci en mesure de vraiment aller se mêler aux premières places. C'est vrai que Lawrence Stroll pour Aston Martin a des ambitions démesurées, des moyens aussi, une nouvelle fabrique, une nouvelle soufflerie, des ingénieurs venant de chez Mercedes, d'autres qui viennent de chez Red Bull, mais malgré tout on n'a pas l'impression que la sauce prend. Vettel, il a été extraordinaire, mais il y a longtemps. Entre-temps, on sait que c'est un pilote solide. Il sait fédérer une écurie, mais a-t-il encore la vitesse de pointe qu'il avait à l'époque de Red Bull? Lance Stroll,
il est capable de bonnes performances, mais on a l'impression que ce garçon manque de passion. Enfin, on se demande qu'est-ce qui l'anime. C'est très inégal. Hein, c'est un peu inégal, et on a l'impression maintenant que cette écurie qui était tellement sympathique, vous souvenez-vous de Jordan, enfin, c'était une petite, c'était un commando. Maintenant, ça devient une grosse machine qui a du mal à se mettre en marche. Ils auront besoin d'encore peut-être 2-3 ans. A contrario, chez Williams, justement, de nouveau, ils ont un peu cette image qu'avait Jordan à l'époque. Maintenant, ils sont capables de progresser, enfin, parce qu'ils ont un nouveau capital. Et puis, ils ont pris Alex Albon. On est très intéressé de voir comment il va fonctionner. Il ne faut pas oublier qu'il est encore et toujours un pilote Red Bull. Et donc, Alex Albon... Alors, on a vu Albon chez Red Bull, qui était effectivement d'un bon niveau. On sait que c'est dans la génération Russell-Norris, c'était quand même un peu en dessous. Donc voilà, chez Williams, maintenant, il a des responsabilités. Mais c'est vrai que du côté des pilotes, peut-être que ça pêche un peu, aussi bien chez Aston Martin, hein, avec ce duo improbable Vettel-Stroll, que chez Williams, avec Albon et Nicolas Latifi, qui a quand même déjà montré ses limites aussi. On termine donc maintenant sur une note un peu plus latine et moins britannique, avec Alfa Romeo et Haas, même si, hein, latine façon de parler, puisqu'on est c'est plutôt germanique chez Sauber et plutôt américain chez Haas. Nordique plus vraiment russe, hein, on sait pourquoi. Mais bon, là on est chez les clients Ferrari et on est dans deux teams, Yves, qui sont un peu, pour moi, condamnés à être au bas de l'échelle parce que par rapport à la concurrence, aux moyens de la concurrence, alors oui, on peut espérer un coup d'éclat ici ou là, mais entre Alfa Romeo avec Bottas et Haas avec Mick Schumacher, est-ce qu'il y a de quoi vraiment sortir du lot? Non, il n'y a pas vraiment de quoi s'enthousiasmer. On peut penser au blues potentiel de Bottas, hein, qui passe d'une Mercedes dominatrice à une Alfa. Il a dû avoir quand même un choc en prenant la piste la première fois sur l'Alfa. Maintenant, Bottas, c'est vrai qu'il est capable de faire progresser cette écurie, mais jusqu'où? Et puis, bon, il y a le rookie, hein, le chinois, qui est le bienvenu, qui a prouvé en F2 qu'il était compétent. Maintenant, on va voir de quel bois il se chauffe. Et du côté de Haas, bon, on sait qu'ils seront en dernière ligne. Mick Schumacher, on sait aussi qu'il est compétent, mais on ne sait pas s'il est bon, s'il est vraiment... On ne connaît pas encore ses limites, mais bon, il a quand même progressé toujours, il est très sérieux. Et puis la Haas, elle a été faite chez Ferrari, donc on peut avoir une surprise de ce côté-là. Mais bon... Sur le papier, en tout cas, ça ne saute pas aux yeux. Voilà un peu les forces en présence, voilà comment ça se présente, Yves. Et donc là, on est impatient d'être à Bahreïn et de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on vous propose évidemment de suivre sur le site F1i et puis très bientôt sur d'autres émissions F1i TV et sur des débriefings après chaque Grand Prix.